Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de m'attaquer à un mythe, une phrase qu'on a déjà tous entendue en finance, une phrase qui a été rendue populaire par l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, Warren Buffett, dans cette vidéo. You want to be greedy when others are fearful, and you want to be fearful when others are greedy. It's that simple. Donc là, ce que Warren Buffett nous dit, c'est tout simplement d'avoir peur quand les marchés sont euphoriques et d'être euphorique quand les marchés ont peur. Et en testant ce mythe, j'ai appris une vraie leçon qui pourrait m'éviter de perdre de l'argent sur le long terme. C'est ça que j'ai envie de partager avec toi durant cette vidéo et j'espère que ça te sera utile. Mais avant de commencer, je me présente. Moi, je suis Maxence, ingénieur en informatique de formation, et ce que je veux faire avec cette chaîne, c'est tout simplement allier mon fort attrait pour la finance ainsi que mon expérience, puisque ça fait bientôt 2 ans que j'investis, avec mes compétences techniques qui me permet donc de mettre à l'épreuve des données, certains mythes, certaines croyances comme celle-ci, et ce qui donc permet tout simplement de faire le tri entre les fausses croyances et les bonnes croyances, et donc d'éviter de perdre de l'argent ou bien d'en gagner. Et donc si la thématique de cette chaîne t'intéresse, eh bien je t'invite à t'abonner et aussi à mettre un like sur cette vidéo. Bon, et déjà alors, pourquoi ce mythe? Pourquoi ce mythe d'être euphorique quand les marchés ont peur et d'avoir peur quand les marchés sont euphoriques? Tout simplement parce que ça repose sur deux idées, deux intuitions qui sont derrière. La première, elle a été démocratisée par Benjamin Graham dans son livre L'investisseur intelligent. Benjamin Graham, c'était le mentor de Warren Buffett, c'était son professeur, donc c'est pas n'importe qui, hein. Et dans son livre L'investisseur intelligent, il a démocratisé ce premier aspect-là, que les marchés, il appelle Mr Market dans le chapitre 8 de ce livre-là, que les marchés donc exagèrent les hausses comme les baisses, et donc exagèrent les moments d'euphorie comme les moments de peur, ce qui créerait en quelque sorte des moments d'opportunité où nous, investisseurs particuliers, on pourrait soit venir acheter quand les marchés ont trop peur, soit venir vendre quand les marchés sont trop euphoriques. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui justifierait ce mythe, c'est tout simplement d'aller à contre-courant, à contresens du sentiment global. Par exemple, si on regarde le Bitcoin, dans les années 2010, quand il est sorti, il a été souvent comparé à la tulipomanie. Tout le monde a dit que c'était une bulle. La tulipomanie, au quoi tu ne le sais pas, c'était au XVIIe siècle aux Pays-Bas où il y a eu une bulle sur les bulbes de tulipes. Certains bulbes de tulipes se revendaient plus cher que des maisons, par exemple. Et donc en 2010, le Bitcoin a été comparé à la tulipomanie. Tout le monde a dit que c'était une bulle et que ça allait s'effondrer. Vous commencez votre livre par un chapitre consacré à la bulle des tulipes au Moyen-Âge. Expliquez-nous. Enfin, au XVIIe siècle, c'est après le Moyen-Âge, et effectivement, donc globalement, à l'époque, on a eu une sorte d'engouement pour ces tulipes, et pour faire simple, au plus fort de la bulle, justement, le bulbe de tulipe, c'est-à-dire ce qui permet d'avoir une tulipe ensuite, juste le bulbe, valait l'équivalent d'un palais à Amsterdam. Donc c'est pour dire que ça n'avait aucun sens. On a connu ça avec le Bitcoin, on s'est monté à quasiment 20 000 $ le Bitcoin. Alors justement, il y a un chapitre qui est consacré au Bitcoin, vous dites c'est l'arnaque du siècle. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que, alors attention, il y a deux choses, la technologie du blockchain, ce qu'on appelle la blockchain, ça c'est certainement l'avenir, mais par contre le Bitcoin en tant que tel, alors là évidemment c'est surtout une plateforme de blanchiment d'argent. Et donc... Et là, si tu allais à contre-courant de cet exemple-là, eh bien, tu allais fortement t'enrichir puisque tu aurais investi au Bitcoin, dans le Bitcoin au moment où il coûtait moins de 1 $. Mais il y a quand même deux soucis avec ça. Le premier, c'est que là, on raisonne avec des exemples. Et on peut trouver des exemples qui vont dans le sens du mythe, comme ce que je viens de te montrer avec le Bitcoin, mais on peut aussi trouver des exemples qui vont contre le mythe. Et donc ça va pas nous aider à trancher sur la question. Et puis le deuxième point qui est problématique, c'est tout simplement que la peur et l'euphorie sont quand même des sentiments, et un sentiment, c'est quand même compliqué à mesurer, à rendre quantifiable. Et bien pourtant, il y a un indicateur qui existe pour essayer de quantifier la peur et l'euphorie, c'est le Fear and Greed Index. Cet indicateur, il a été développé par la CNN il y a plus de 15 ans maintenant, et il essaye de mesurer le sentiment global de marché qu'il divise en 5 catégories entre extreme fear et extreme greed, donc la peur extrême et l'euphorie extrême. Là actuellement, comme tu peux le voir, on est en greed avec un score de 66 sur 100, et du coup ce qui est intéressant avec cet indicateur, c'est que ça nous permet de quantifier, on va dire, la peur et l'euphorie. Et ce que j'ai réussi à faire en plus, c'est de récupérer les 15 dernières années de cet indicateur journalièrement. Et donc grâce à ces données, je vais pouvoir les confronter au marché. Et donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est tout simplement comparer un DCA classique. Imagine que tu investisses par exemple 100 € par mois sur le marché. On va prendre le Standard & Poor's 500. Ça c'est très simple, ça va être notre base de comparaison, ça va être le DCA classique. Et on va le comparer à un DCA un peu plus optimisé en essayant de jouer les opportunistes sur la peur et l'euphorie. On va rester à 80% sur du DCA, et les 20% qu'on n'investit pas, on va pouvoir les investir quand il y a des moments de peur, et quand le marché est trop euphorique, on vend tout. Donc 80% de DCA classique, et on joue les opportunistes. Quand il y a de la peur, on réinvestit tout, et quand il y a de l'euphorie, on revend tout. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et on va le comparer tout de suite. Let's go!
Donc là, on voit que le DCA commence à prendre de l'avance. Hop. Le DCA optimisé avec la peur et l'euphorie a un petit peu rattrapé. Là, le DCA reprend de l'avance, recreuse l'écart. Voilà, et l'écart grandit. Et là, on voit qu'au final, c'est le DCA qui l'emporte, avec un écart qui n'a fait que grandir durant ces 15 dernières années. Mais ne t'inquiète pas, je vais pas te laisser sur ça. Je vais donc optimiser cette stratégie, parce que dans le titre de ma vidéo, on parle de la peur et j'ai pas parlé de l'euphorie. Et là, en fait, quand j'ai vu ces résultats, ce dont je me suis douté, c'est que potentiellement, le fait de vendre quand il y a des moments d'euphorie nous faisait rater un petit peu le train. Et c'est pour ça que l'écart se creuse avec le DCA. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette stratégie, mais je vais juste enlever le côté euphorique, le côté où on vend quand c'est trop euphorique. Donc, on va rester sur 80% du DCA, mais on va juste jouer les opportunistes sur la peur, et le cash qu'on a en réserve, on le mettra sur les moments de peur. Let's go. Voilà le résultat. Tu ne vois que 2 courbes, mais en réalité, il y en a 3. Il y a donc bien la peur et l'euphorie qui est tout en bas, hein, c'est celle qu'on a vue, celle qui sous-performe le DCA. Et en fait, quand on enlève le fait de vendre quand c'est l'euphorie et qu'on joue juste sur la peur, eh bien, on voit qu'on arrive à même dépasser le DCA. Et donc c'est là la plus grande leçon pour moi, c'est-à-dire que quand tu n'essayes pas de savoir si le marché est trop euphorique, c'est là que tu perds pas d'argent, en fait. Et pourquoi en fait il y a ça? C'est-à-dire que pour moi, comme les marchés ont tendance à être haussiers sur le long terme, ils peuvent rester irrationnels très longtemps. Et donc si toi tu te dis, à juste titre, hein, avec une bonne analyse, hein, que les marchés sont trop élevés, sont surévalués, eh bien tu vas quand même rater le train, parce qu'un marché qui est surévalué peut encore prendre 50% pour ensuite baisser de 20. Mais toi, si tu as attendu qu'il baisse de 20 après avoir perdu les 50%, tu auras quand même perdu de l'argent. Et donc là, on voit que si on s'empêche de vendre, et qu'on fait que acheter, juste on achète un peu plus quand il y a de la peur que quand il y a un DCA classique, on peut même dépasser le DCA. Et donc, on pourrait essayer de optimiser cette stratégie pour essayer d'avoir un gain un peu plus élevé, un gain incrémental, un alpha un peu plus élevé, parce que là, comme tu vois, c'est kiff-kiff, hein. On dépasse à peine, hein. Il n'y a pas une grande différence. Et donc, on pourrait essayer de jouer un petit peu avec ça. On pourrait même mettre un autre indicateur, l'indicateur de la peur avec le VIX, et essayer d'optimiser ça. Mais cependant, pourquoi je ne te conseille pas du tout de faire ça? Et à ça, il y a 3 raisons. La première raison, c'est que si tu quittes le DCA pour aller vers une stratégie plus active, une stratégie active ne peut fonctionner que si elle est parfaitement exécutée. Et pour moi, une stratégie simple et bien exécutée donnera de meilleurs résultats qu'une stratégie complexe et brillante, mais moins bien exécutée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les frais. En fait, pourquoi? Parce que quand tu as une stratégie qui est plus active, tu vas avoir tendance à faire, forcément, hein, qui dit stratégie plus active, dit plus de transactions. Tu vas faire plus d'achats, plus de ventes, et donc s'il y a plus de transactions, c'est très simple, il y aura plus de frais. Donc il faut que ton alpha soit d'autant plus grand que tu as des frais, pour essayer d'être gagnant par rapport à une stratégie plus passive comme le DCA. Et enfin, le troisième point qu'on ne verra jamais dans les données, mais qui est très très important dans l'investissement, c'est la psychologie. En fait, quand tu vas avoir une stratégie plus active, tu vas être beaucoup plus pris psychologiquement. Ta psychologie va être mise à l'épreuve par rapport au DCA classique. Et donc là, il y a tous les biais psychologiques qui vont arriver, ce qui va causer des risques de perte. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « L'homme intelligent résout les problèmes que l'homme sage évite ». Et moi, donc, en investissement, je préfère rester sage. Investir, certes, sur un truc totalement passif, qui va pas me permettre de faire plus que le marché puisque j'achète le marché. Mais je pense que la meilleure stratégie, c'est pas d'essayer de battre le marché et donc d'augmenter ses rendements, c'est tout simplement d'augmenter sa capacité d'investissement. En gagnant plus d'argent, tu vas pouvoir investir plus et donc développer plus de capital. Donc moi, c'est un petit peu la stratégie que je recommande pour à peu près la majorité des gens, hein, c'est-à-dire d'essayer donc d'augmenter sa capacité d'investissement plutôt que d'essayer d'augmenter ses rendements. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. En tout cas, moi, je pense que ça, c'est la stratégie qui convient le plus au plus grand nombre. Sauf si toi, tu préfères, bien évidemment, essayer de battre les marchés. C'est une passion pour toi, tu as envie d'en faire une activité à plein temps. En tout cas, je pense que l'investisseur du dimanche, si je peux appeler ça comme ça, celui qui fait ça de temps en temps, il va avoir beaucoup de mal à battre le marché sur son temps libre comme ça, le week-end, en regardant des comptes de résultats, en lisant les news. Ça va demander une activité presque à plein temps. Voilà, donc en gros, ce qu'on peut dire avec cette vidéo, c'est qu'effectivement, jouer sur la peur, ça peut avoir du rendement supérieur. Maintenant, comme on a vu, l'alpha, il n'est pas énorme. Et surtout, ce qu'il faut éviter de faire, c'est jouer sur l'euphorie. Donc, on peut faire un parallèle avec ça sur couper les gains. Il faut absolument éviter de couper les gains. Par exemple, si tu as une position gagnante comme Nvidia sur les 2-3 dernières années qui a fait plus de 100%, te dis pas je vais couper du Nvidia pour acheter du Total parce que ça rééquilibre le portefeuille. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a intéressé et on se dit à la prochaine.